Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. Il y a quelques jours, la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu déposait un rapport sur le bruit à l'aéroport. Et pour nous en parler, on a le maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, M. Éric Latour. M. Latour, bonjour. Bonjour à vous. Pourquoi d'abord rendre public ce rapport, là, qui est le dernier de nombreux rapports qui ont été faits sur le bruit? Bien, par mesure de transparence. Premièrement, l'information a été communiquée au Conseil. Mon premier réflexe, c'était de dire, est-ce qu'il y a des données qui sont confidentielles là-dedans qui nous empêchent de le dévoiler? La direction me dit non. D'emblée, j'ai dit, go, on va le diffuser. C'est important que les gens sachent ce qu'il y a là-dedans. On en parle surtout depuis, malheureusement, beaucoup trop longtemps. Il y a eu beaucoup trop d'études qui ont coûté beaucoup trop cher, en fait, qui arrivent toujours à peu près au même résultat. Ouais. Donc, pour moi, ça m'apparaissait important de diffuser les résultats. Bon. Qu'est-ce qu'on retient, entre autres, de cette étude-là, que le bruit ne dépasse pas là, les normes de Transport Canada, et même si les gens, il y a eu beaucoup de plaintes à cet effet déposées à la Ville de Saint-Jean? Moi, ça confirme 2-3 choses. La première, c'est que oui, d'ordre général, sauf que quelques exceptions peut-être, là, généralement, le bruit est contenu selon les barèmes dictés par Transport Canada. Ce que ça montre aussi, c'est que la très, très, très vaste majorité des plaintes viennent d'un noyau de 4, 5, 6 personnes. Ça ne veut pas dire que les plaintes ne sont pas fondées. Et puis, tu sais, je vais être précis là-dessus parce qu'effectivement, il y a des moments de la journée où il y a des plaintes qui sont fondées. Oui, qui sont justifiées. Donc, les gens avaient raison de se plaindre du bruit. Oui, parce que même si on est à la limite de ce que Transport Canada dit tolérer, ce que je me rends compte aussi, c'est que le niveau de tolérance est extrêmement variable d'un individu à l'autre. Je reprends souvent cette expérience-là. Durant la campagne électorale, je fais du porte-à-porte avec mon candidat dans le quartier, Sébastien Godette, sur la rue Berlin, qui est en lien dans la ligne de la 1129. Toc, 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 bonjour, l'aéroport, ça vous dérange? Non. La porte d'à côté, c'est l'enfer. Ce que je veux dire, c'est que sur une trentaine de portes, je suis passé d'une indifférence à un cas d'extrême intolérance. Mm-hmm. Donc, notre niveau de tolérance au bruit est très variable d'une personne à l'autre. Puis, visiblement, les statistiques à l'égard des plaintes viennent aussi démontrer ça. Bon. Mais vous l'avez dit, il y a eu, en tout cas, moi, j'en ai dénombré une bonne quinzaine d'études là, au cours des dernières années concernant le bruit, et les conclusions étaient pas mal semblables, que ça ne dépassait pas les normes, mais qu'il fallait quand même trouver une solution pour réduire ce bruit-là. Est-ce que vous en êtes conscient? Je l'ai dit en campagne électorale, au cours des 20 dernières années, on a dépensé à peu près 800 000 $ d'études pour arriver toujours à peu près aux mêmes conclusions. Il existe des mesures d'atténuation, mais elles n'ont jamais été mises en place. Là, on a fort heureusement une direction d'aéroport depuis quelques années maintenant, et fort heureusement depuis le 1er avril, la direction aéroport relève maintenant et à nouveau de la Ville. Donc, déjà, au cours du mois d'avril, on a passé une commande à Mme Ouellette, qui est la gestionnaire, de dire, est-ce qu'on peut regarder ceci, ceci, ceci? Et déjà, elle nous est revenue avec 3 choses qui m'apparaissent quand même assez légitimes. Premièrement, la tour de contrôle n'est pas ouverte 24/7. Le problème qu'on a à Saint-Jean, c'est que quand il y a un avion qui atterrit ou qui décolle à l'extérieur des heures de la tour, on ne le sait pas. Mm-hmm. On a des caméras qui datent du siècle dernier. Donc, nous, ce qu'on veut, la recommandation, c'est de s'équiper minimalement. Je veux dire, on a ça dans nos maisons, là. Je veux dire, on a une notification sur notre téléphone quand il y a quelqu'un qui approche de notre maison. Donc, ça m'apparaît, c'est pas normal qu'à l'aéroport, on n'ait pas une lecture 24/7 en temps réel des avions qui décollent et qui atterrissent. Mais donc, ça, est-ce que le problème est grand de ce côté-là, des avions qui atterrissent ou qui décollent hors des heures? Il y en a des fois à 11h15 le soir, à 1h du matin, puis on ne le sait pas trop. On ne sait pas trop. C'est pas normal. Ça prend des caméras, puis c'est pas un investissement qui est hors norme. L'autre chose aussi, c'est d'avoir un code d'éthique. Pour avoir parlé avec beaucoup de pilotes qui voyagent dans plusieurs aéroports en Amérique du Nord, on me dit, écoute, Éric, moi, demain matin, je m'en vais en Pennsylvanie. J'ai un grand cartable. Là, je sais qu'à cet aéroport-là, on nous demande, pour des raisons de cohabitation ou de respect de la communauté, de prendre telle trajectoire, telle approche, de faire attention quand les vents sont dans telle ou telle direction. Bref, on dit aux pilotes, « Hey, s'il vous plaît, pouvez-vous faire attention? » À Saint-Jean, ça n'existe pas. Il faut qu'il y ait un code d'éthique qui soit communiqué à tous les utilisateurs de cet aéroport-là. Ça m'apparaît aussi quelque chose d'assez important. Bon.
Donc, il y aura des mesures, même si le bruit est correct là, selon les normes, on va quand même prendre des mesures pour atténuer ça et améliorer la situation. Il faut sensibiliser nos contrôleurs aériens afin qu'à leur tour, ils puissent sensibiliser les pilotes. Je prends un exemple. Souvent, on parle de la 1129 parce que c'est la piste la plus longue, 4000 pieds, et c'est la piste qui est balisée avec des lumières. Donc, le soir et la nuit, c'est celle qu'on utilise. Mais quand il y a peu ou pas de vent, pourquoi on ne demande pas aux pilotes de décoller vers l'ouest et non pas vers le village suisse? Parce que souvent, c'est que les pilotes, ce qu'on me dit, c'est quand on part du hangar, ça a l'air que c'est plus court aller là que d'aller là. Fait que c'est sûr que si on ne le dit pas au pilote, le pilote, lui, s'il a le choix entre les deux, c'est plus facile de décoller vers l'est. Encore là, il faut les conscientiser à ça parce qu'il ne faut pas perdre de vue non plus que durant l'hiver, la 0624 est fermée pour raison d'économie. Et durant 2 mois l'été, la 0624 et la 0220 sont fermées pour le Festival de Montgolfière. Donc, on revient à la 1129. Or, la 1129, c'est elle qui est la plus dérangeante, surtout pour des décollages face à Saint-Edmond. Bon. Mais est-ce que les écoles de pilotage, dans ce cas-ci, sont en cause ou pas du tout? Bien, ils sont en cause au niveau du nombre. Moi, j'ai toujours dit la même chose en campagne, je le répète ici. Je pense que quand on a un aéroport régional, c'est normal qu'on forme la relève de demain. Dans 5 ans d'ici, il va y avoir des pénuries de pilotes là, dans le monde. Ce que je dis, c'est que si on a une école qui forme les pilotes de demain, qui vont être utiles à des compagnies canadiennes, aucun problème. Mais si on forme la relève étrangère, j'ai un problème avec ça parce que, et c'est pour ça que j'ai toujours dit la même chose. Là, les contrats arrivent à terme en 28, à moins qu'il y ait des infractions, mais je pense qu'on peut avoir une seule école au lieu de 2 et balisée avec des heures, avec un calendrier, avec un nombre de posés décollés qui est acceptable. Le problème à Saint-Jean, c'est qu'on avait atteint une certaine paix sociale avec l'aéroport et malheureusement, quand les écoles sont arrivées en 23, ça a tout changé la donne. Pour avoir parlé à ma collègue mairesse de Bromont, quand ils ont des plaintes à Bromont, c'est les écoles de pilotage. Quand il y en avait à Saint-Hubert, c'est les écoles de pilotage. C'est les écoles de pilotage qui viennent créer vraiment des enjeux. C'est pas qu'il y a un avion une fois de temps en temps, c'est des posés décollés. C'est ça qui vient irritant pour certains citoyens. Bon. On le disait, les normes sont émises par Transport Canada. Est-ce que vous allez entamer des discussions? Est-ce que c'est déjà fait? Bien, déjà, notre gestionnaire, Émilie Ouellette, a envoyé des demandes à Transport Canada pour qu'on ait une meilleure gestion des posés décollés avec un calendrier. Mais encore là, le ciel ne nous appartient pas. Et je reviens à ça, Transport Canada sait que dans 5 ans, il va manquer de pilotes. Donc, Transport Canada, quand on leur parle d'école de pilotage, ils veulent qu'on en ait, mais de notre côté, on dit on est prêt à en avoir, mais il faut que ça soit balisé. Donc là, Émilie Ouellette a envoyé une directive, une commande en fait, une demande, une requête de la part de la Ville. Et là, on va attendre de voir, je ne sais pas c'est quoi leur délai de réponse, mais j'ose espérer qu'ils vont nous répondre dans les prochaines semaines pour accepter le nouveau calendrier des posés décollés qui a été soumis par Mme Ouellette. En fait, la difficulté dans ce dossier-là, c'est pas un peu de concilier le développement de l'aéroport avec la qualité de vie des résidents, dans le fond? Oui, entre autres à cause des écoles de pilotage et des posés décollés, mais c'est comme je dis, il n'y a pas de code d'éthique. On ne dit pas aux pilotes dans quel sens on préfère qu'ils décollent quand il n'y a pas de vent. On maximise la 1129 parce que la 0624 et la 0220 sont fermées 2 mois par année. C'est qu'à un moment donné, notre stratégie ne fonctionne pas. Puis, tu sais, on veut faire du développement industriel, et tant mieux, ça se fera graduellement. Mais il faut revoir toute cette stratégie puis l'utilisation. Puis je l'ai dit même à la Chambre de commerce. Moi, personnellement, j'aimerais bien mieux. Puis là, je ne veux pas que ce soit les citoyens de Saint-Jean qui paient pour ça, mais s'il y a un programme de subvention fédérale qui existe, j'aimerais bien mieux qu'on prolonge la 0624 à 4500 pieds, qu'on la balise avec des lumières et qu'elle devienne notre piste principale. Parce qu'elle va créer beaucoup moins d'irritants dans la communauté que la 1129, notamment avec des décollages qui ne sont pas face au vent, où les avions, les pilotes doivent mettre les gaz à fond, ce qui crée beaucoup de bruit au-dessus du village suisse. Bon. Mais ça risque quand même de susciter quand même des réactions auprès de certains citoyens. Rome ne s'est pas bâti en un jour. On vient de reprendre la gestion il n'y a même pas un mois. Est-ce qu'on va avoir des petites améliorations cet été? Je le souhaite, mais je vais être transparent avec les gens. Là. Il n'y aura pas de baguette magique cet été. Moi, je me donne 4 ans, là. 26, 27, 28, 29, pour arriver
à mon idéal de gestion d'aéroport. Mais il n'y aura pas d'autres rapports. Là, Bon, les rapports, je pense qu'on en a assez fait. On sait ce qu'il faut faire. Il faut juste maintenant le faire. Oui, c'est ça. Parfait. Un autre dossier, et là ce dossier-là est terminé, c'est le dossier de l'église Saint-Gérard-Margella. Donc, il n'y a plus rien qui empêche la démolition. Mais ça suscite encore beaucoup de grogne auprès de plusieurs citoyens du secteur. Peut-être rappeler ce qui a mijoté votre décision d'aller de l'avant avec la démolition. Premièrement, c'est un ensemble de facteurs. Quand je suis arrivé en poste, j'ai réécouté une entrevue que j'avais moi-même faite ici sur ce plateau avec un monsieur Fontaine, qui était le directeur général du diocèse en 2015. Il parlait de l'avenir des églises. Ça dure 28 minutes. Et il nous dit dans cette entrevue-là que l'église Saint-Gérard est à l'abandon depuis 2 ans, problème de structure, etc., et que le diocèse va la vendre pour démolition. Déjà, le diocèse la vendait pour démolition. Puis il me disait, M. Latour, vous allez voir d'une couple d'années. Il dit, dans 10 ans, on va s'en reparler. Rappelez-moi l'année. 2015. OK. Puis il dit, dans 10 ans, vous allez voir, il va rester quoi? Il va rester l'Acadie, il va rester la cathédrale, il va rester Saint-Athanas, puis il va rester Saint-Luc, puis les autres, il n'y en aura plus. Bien, c'est pas mal ce qui est en train d'arriver. Bon, M. Roy décide de l'acheter, n'obtient pas son permis de démolition, soulèvement populaire, on arrive à une négociation avec la ville puis le secteur. Ça passe à l'arraché. Mais quelques années plus tard, finalement, se rend compte que le projet de boulodrome ne marche pas, le projet de bibliothèque ne marche pas, qu'on n'est pas capable de faire une fenêtre dans la structure pour créer des condos. Bref, ça ne marche pas. Et moi, je m'étais dit, moi et mon candidat dans le secteur, Daniel Hacherel, qui a été élu, qui était dans mon équipe, on s'est dit, regarde, on va donner une dernière et ultime chance. Il y a quelqu'un, quelque part, qui est prêt à faire de quoi, mais finalement, il n'y a personne qui a levé la main. Et ce qui m'a convaincu aussi, c'est durant la campagne en septembre-octobre, quand je faisais du porte-à-porte avec mon candidat, j'ai fait les rues Faneuf et Lebeau. Et je n'ai rencontré personne qui tenait à l'église. Les gens étaient fâchés du résultat, étaient fâchés d'une entente qui n'était pas arrivée à terme. Personne qui tenait à l'église. Puis ils m'ont surtout dit, M. Latour, on est tanné. On est tanné, on est tanné. Puis regardez, là, on a passé une résolution au Conseil, on a fait une assemblée de consultation. Il y a eu une multiplication de publications sur les réseaux sociaux et dans les médias traditionnels. On a eu 11 personnes à l'Assemblée de consultation, dont 5 qui émanaient de l'opposition, qui étaient fortement prévisibles, même 3-4 personnes qui sont venues nous dire qu'ils étaient contents. Ça n'intéresse plus personne. Même quand on a procédé au vote la semaine dernière, encore une fois, il y avait très peu de gens qui se sont manifestés au micro. L'entente hors cours, l'opposition a demandé le vote là-dessus, mais même ultimement, la démolition et le projet de 40 logements, la résolution a été adoptée à l'unanimité. Il n'y a même pas eu de vote là-dessus. C'est terminé. Je veux dire, à un moment donné, il faut passer à un autre appel. Et même s'il y a eu une lettre ouverte, entre autres, dans le devoir, pour protéger, parce que l'Église est considérée comme d'une architecture particulière. Ces gens-là étaient où il y a 10 ans? Étaient où il y a 5 ans? Ils étaient où il y a 3 mois? À un moment donné, là, il faut décider. Puis moi, j'ai des citoyens qui sont tannés, exaspérés, puis qui ont le goût de tourner la page. Puis au final, on va avoir 40 logements de plus, des taxes, oui. Il paye ses amendes de 42 000, il donne 200 000 dans le fonds du logement hors marché, puis même si son projet a été déposé après le changement de réglementation, il paye son 5 000 $ la porte, donc 200 000 de redevance aux infrastructures. Est-ce que c'est la meilleure entente au monde? Non. Mais entre ça, puis payer des centaines de milliers de dollars d'avocats, puis d'avoir dans 5 ans une bâtisse qui est encore plus mal en point qu'elle ne l'est là, ce n'est que d'abréger les souffrances. Je suis désolé, mais c'est ça. Moi aussi, j'aurais aimé ça la garder, l'Église, mais c'était plus possible. Oui, c'est ça. Je vais terminer avec, parce que ça m'a chicoté, le nouveau ministre des Affaires municipales est venu à Saint-Jean-sur-Richelieu la semaine dernière. Et vous avez mentionné que c'est la première fois qu'un ministre des Affaires municipales venait à Saint-Jean-sur-Richelieu depuis... Il y a eu des recherches. En fait, Geneviève Guilbeault est déjà venue, mais elle n'était pas au ministère des Affaires municipales. OK. Si on prend un ministre des Affaires municipales physiquement à l'hôtel de ville, rencontrer le maire, c'était la première fois. Et il avait été assermenté 6 jours avant. Bon. Puis, évidemment, au-delà de l'anecdote, c'était quand même très sympathique de rencontrer le nouveau ministre. Bon, on sait qu'on est en fin de mandat, on ne connaît pas la suite, mais on a quand même parlé d'itinérance, on a parlé de logement, on a parlé d'infra, on a parlé de transport, on a parlé d'école. Bref, on a parlé d'un paquet de sujets. Puis, vous le savez, durant la campagne à la chefferie, j'ai rencontré Bernard Drainville, Christine Fréchette. Bref, c'est important que le maire de Saint-Jean puisse passer ses messages. On le fait avec nos députés, avec Louis Lemieux, avec Audrey Bogmans, qui sont des bons porteurs.
Mais je pense que quand on peut en rajouter une couche au ministre directement, je pense que ça peut faire une différence quand vient le temps de décider à l'entour de la table. Ouais. Est-ce que vous avez senti une écoute? Ah, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Bon. En terminant, la semaine dernière, il y a eu le dîner du Oui. maire à la Chambre de commerce, une formule un peu particulière, un peu à pour une fois, là, avec l'émission Oui. de Télé-Québec. Vous avez aimé l'expérience? Bien, tout à fait, surtout que je ne m'attendais pas à ça. Ah non? Moi, j'étais préparé pour livrer mon discours, ce que j'ai fait après. Mais oui, c'était sympathique comme formule. Bon, c'est ça, avec quelques surprises. Quelques surprises, effectivement. Bon. Bien, M. Latour, merci beaucoup. C'est toujours fort agréable de vous recevoir et surtout, vous ne défilez pas lorsque les sujets arrivent. Toujours présent. Bien, c'est ça. On aura l'occasion de se Et reparler. transparent. Hein? Et transparent. Ah. C'est important d'être transparent. C'est vous qui le dites. Merci beaucoup, M. Salut. Latour. On fait une courte pause et on vient tout de suite après. On va vous parler d'un spectacle bénéfice qui aura lieu mercredi ici à la Boîte. Ça va réunir une brochette d'humoristes, ma foi, toute étoile. On en reparle après la pause. À tous les mois, écoutez dans l'œil de Miss Ray et rencontrez des artistes et des organismes qui contribuent à la diversité culturelle de notre belle région. Ensemble, nous gardons l'art vivant. À tous les lundis, 18h30, sur les ondes de TVHR. Le Tonadette du bingo, Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez l'un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin 9h30. Télébingo. Salut, c'est Alex. Vous savez ce qui est le fun avec Sport Express? C'est pas juste qu'on a une équipe extraordinaire. C'est qu'on vous fait découvrir la relève, des hommes forts, des légendes, des Olympiens, des équipes locales et aussi des gens qui ont à cœur votre quotidien. On se voit cette semaine. Mercredi prochain, il y aura un spectacle bénéfice au profit de l'Association québécoise des diabétiques de type 1. Ça va se passer à la Boîte, au centre-ville de Saint-Jean. Et pour nous en parler, on a l'animateur de la soirée, l'humoriste Simon Delisle. Simon, merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait grand plaisir d'être là, Mario. Oui, on va se tutoyer parce qu'on a travaillé ensemble à la radio et ça a été très agréable, les moments Hey. qu'on a passés ensemble. C'est Donc- partagé. Allons-y dans le tutoiement, Guillemot. Voilà. Donc, tu vas animer cette soirée-là mercredi. C'est une cause qui te tient à cœur, hein, la cause des diabétiques. Ben, je suis moi-même diabétique de type 1 depuis 21 ans, cette année, depuis mon 20e anniversaire. Et évidemment, ça me tient à cœur. puis C'est un organisme qui aide les diabétiques. Tu sais, au-delà de la maladie, c'est briser l'isolement, briser le tabou. Parce que c'est une maladie, c'est quotidien, c'est chronique. Les gens connaissent le diabète, mais le type 1, c'est comme une autre branche de ça. Puis souvent, ben, quand on a ça, on vit notre malheur un peu en silence. Fait que ça aide aussi à briser l'isolement et tout ça. Donc, c'est sûr que ça m'a parlé beaucoup quand on m'a approché pour participer à ce show et à cette fondation-là qui est l'Association québécoise des diabétiques de type 1. Ouais. Donc c'est important de participer à ce genre de spectacle-là. Mais pourquoi avoir choisi, je sais que c'est pas toi qui l'as fait, là, mais pourquoi avoir choisi de présenter ce spectacle-là ici à Saint-Jean? En fait, on a parlé avec moi puis Marco Beaulieu, qui est un des présidents, un des instigateurs de ce mouvement-là des diabétiques de type 1. On parlait des choses qu'on pourrait faire. Puis là, j'ai souligné l'idée de faire un show de levée de fonds. Puis il a commencé à regarder avec ses contacts où on pourrait faire ça. Fait que, tu sais, c'est un peu un mélange d'une idée que j'avais lancée, que lui, il a repris à la balle au bon. Fait que c'est un travail d'équipe de monter tout ça. Puis moi, j'ai dit, écoute, ça fait 20 ans que je fais de l'humour, 15 ans que je fais ça à temps plein. Je commence à avoir un bottin de numéros assez épais dans mon Rolodex, si tu me permets l'expression Oh, d'une ouais. autre époque. Fait que c'est facile, puis c'est le fun pour moi d'aller appeler des amis pour participer à ce genre de spectacle-là. Puis de monter un spectacle le fun pour une bonne cause. Puis comme de fait, regarde, j'ai appelé mon ami Laurent Paquin, Jean-Michel Anctil, Stéphane Fallu, Phil Laprise, Geneviève Gagnon, Sam Hébert, puis moi. Fait que c'est un gros
c'est un gros show pour un mercredi soir à Saint-Jean, pour une bonne cause. Donc, vous n'avez pas vraiment de raison de dire non, là. Non, parce que c'est une, on peut dire une équipe toute étoile qui, Exact. je pense que c'est 45 le prix du billet, je pense, Oui. pour cette soirée-là. Donc, pour 45 réunir tous ces gens-là du milieu de l'humour pour Oui. une soirée, c'est quand même un fait d'armes, là. Puis je me permets de dire pour le fait de Laurent Paquin, entre autres, et Jean-Michel, je travaille avec eux sur des Ouais. projets qui s'en viennent pour eux. Jean-Michel pour un nouveau show qui travaille, puis Laurent pour un gala. Fait que vous allez non seulement avoir des grands noms de l'humour, mais venir tester du matériel qui n'a jamais été vu nulle part, là. Brand new, fraîchement écrit, en exclusivité. Fait que c'est une raison de plus, de raison de plus, de raison de plus Ouais. de voir le show. Et tu fais bien de le préciser parce que souvent dans ce genre de spectacle-là, bénéfice, les humoristes vont utiliser déjà des numéros qu'ils font dans leur spectacle individuel pour rester dans une zone de confort, ce qui est correct aussi. Mais là, tu me dis que ça va être des numéros vraiment inédits, là. Absolument, parce que non seulement ils viennent, ça leur fait plaisir de participer à la cause et tout ça, mais aussi parce qu'en ce moment, il faut qu'ils sont en train de roder du matériel pour différents événements. Donc, en plus de leur faire plaisir pour la cause, ça leur fait plaisir pour eux pour devoir roder du matériel. Puis vous pouvez être sûr que tout ce que vous allez voir, ou pratiquement 100% des choses que vous allez voir ce soir-là, ça n'a jamais été vu nulle part. Donc, vous pouvez pas dire, ah, je l'ai vu ça à la télé. Non, non, non. C'est des choses qui n'ont même pas encore été tournées pour la télé. Bon, si je peux convaincre les gens, j'ai vu, moi, un spectacle de Laurent Paquin, les fameux 60 minutes qu'on présente au bordel, Oui. où les humoristes viennent tester des numéros en vue de leur éventuel spectacle. Et pendant 60 minutes, j'ai peut-être ri 59 minutes 50 secondes. Alors, c'est pour vous dire à quel point Laurent Paquin et les autres humoristes qui seront là sont efficaces. Donc, je pense pas que les gens soient déçus nécessairement, seront déçus de voir des numéros inédits. Je vois pas comment ça peut. Puis même si on aurait pu, un humoriste va se dire une blague qu'on avait déjà entendue. Souvent, on s'en rappelle plus. Non. Puis deux, ça fait plaisir d'entendre. Mais dans ce cas-là, je vous le dis, puis, les galas s'en viennent, l'été s'en vient. On est tous un peu en mode rodage de différents trucs. Donc, on va s'en servir pour ça aussi. Donc, une belle soirée, des humoristes connus, de grands talents, une bonne cause et du matériel inédit. Écoute, je pense que là, la table est mise. Ouais. Comment fait-on pour se procurer des billets pour cette soirée-là? Écoute, vous allez sur Facebook, l'association AQDT1 ou Association québécoise des diabétiques de type 1. Il y a le lien pour tout ça. Sur la boîte, le Facebook de la boîte que tu as demandé, la salle de spectacle. Sur mon Facebook aussi, j'ai fait un post en lien avec ça. Puis je ne sais pas si c'est possible de le faire là, mais on peut mettre dans les commentaires le lien vers les billets. Mais AQDT1 sur Facebook, vous allez trouver ça tout de suite, c'est très facile. Bon. Je vais prendre 2 minutes pour parler de ta carrière, Simon, parce que tu as fait 2 spectacles solo qui ont été couronnés de succès, qui vraiment très, très drôles. Mais ce que les gens savent un peu moins, c'est ta participation avec plusieurs autres humoristes. Tu as mentionné que tu avais travaillé sur le spectacle de Jean-Michel Anctil, Laurent Paquin. Je pense que tu as travaillé aussi avec Mariana Mazza et plein d'autres humoristes. Comment tu travailles, comment tu fais pour t'adapter à un humoriste et à ton spectacle à toi? Moi, c'est vraiment je vois ça comme 2 morceaux de mon cerveau différents qui travaillent quand je fais un ou l'autre, quand je travaille pour moi ou que je travaille pour d'autres. Je compare des fois un peu à la musique, dans le sens que j'ai de la misère pas de la misère, mais c'est souvent plus dur pour moi d'écrire des chansons de moi que d'aider des gens avec leurs chansons. Parce que j'ai l'oreille, pour l'humour, j'ai l'oreille qui s'adapte assez facilement au ton de quelqu'un, au rythme de quelqu'un et tout ça. Donc, c'est assez, pas facile, mais je m'adapte très bien à comment quelqu'un dirait telle ou telle affaire. Ouais. Et je pense que ça part je pense que la principale qualité, c'est l'écoute. Il faut aller voir les gens, il faut les écouter, il faut voir ce qu'ils ont à dire, il faut lire, il faut se mettre dans la peau d'eux et non pas essayer de trouver des jokes qui vont ressembler à des jokes de Simon Delille. Puis je pense que plus j'en fais, meilleur c'est. Souvent que les premières personnes avec qui j'ai travaillé, puis les personnes avec qui je travaille là, c'est 2 affaires. Mais il n'y a pas beaucoup, je pense que ce qui m'aide beaucoup, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'humoristes qui font de l'humour à temps plein de scène et en même temps font aussi une carrière d'auteur. Oui, Qui exact. font les deux à la même vitesse, il n'y en a pas tant que ça. Donc moi, je suis à même de savoir comment les gens font du stand-up parce que je l'en fais aussi. Et pour écrire pour eux autres, vu que je fais le même métier encore en ce moment, on se suit en parallèle. Donc, il y a plein de raisons. Puis il y a une autre bout, je sais pas. Peut-être que je
je suis juste un génie aussi. C'est peut-être juste ça. Là. Tu sais, des fois, les gens tombent comme ça, on devient des génies. Et on ne sait pas pourquoi. Hein. Ça nous est tombé sur la tête. On a flatté la bonne lampe. En fait, pour avoir côtoyé quelques humoristes aussi dans le milieu dans lequel on travaille, on mentionne souvent ton nom quand on a besoin, par exemple, d'un gag de dernière minute, d'un numéro de dernière minute pour terminer un spectacle. Ton nom ressort souvent comme le gars à qui on dit « Simon, tu peux-tu m'aider à écrire un numéro? » Ça arrive, ça? Ouais. Oui, c'est souvent. Ça vient peut-être de l'impro. Avant de faire de la scène en humour, moi, ce que je faisais, c'était beaucoup au cégep, au secondaire, beaucoup d'impro. Puis ça, l'impro, ça demande une espèce de faculté à répondre du tac au tac parce qu'on n'a pas le temps d'aller écrire un numéro dans le coin puis y répondre après. Donc ça, c'est une faculté que j'ai qui s'est développée avec l'impro. Puis chez nous, mon père est un peu comme ça aussi. Tu sais, le côté quick dans la vie. Donc, je pense que ça, je ne suis pas le seul, il y en a plein qui sont comme ça aussi. Donc oui, effectivement, ça m'arrive assez souvent que des gens m'appellent qu'ils ont un gala, ils ont un événement dans pas longtemps, puis là, ils auraient besoin d'un gag ou de plus dans leur numéro, puis le délai est mince. Je suis la personne qu'on appelle souvent. Je travaille vite. Je sais pas, je suis pas le genre qui passe bien des heures à faire la même affaire dans la vie. J'aime ça faire plein de petites affaires parce que mon cerveau fonctionne comme ça, par petits éclairs par-ci par-là. Donc, ça va créer une réputation qui me sert. Là. C'est pas juste genre, lui, il travaille trop vite, il se débarrasse. C'est juste que quand on a besoin de quelque chose de rapide, souvent, on m'appelle. Puis c'est aussi pour le long terme. Là. C'est pas tout un ou tout l'autre, mais j'ai cette faculté-là, je pense. Bon. Donc, on rappelle ce spectacle-là, mercredi à la boîte, avec, entre autres, Jean-Michel Anctil, Laurent Paquin, Stéphane Fallu, Philippe Laprise, Geneviève Gagnon, Sam Hébert et Simon Delisle comme animateur. C'est pour l'Association québécoise des diabétiques de type 1. Simon, bon succès pour ce spectacle-là. Merci infiniment d'avoir pris tes quelques minutes, parce que je sais que tu seras en onde, au moment de l'entrevue, tu seras en onde dans quelques minutes à C'est quoi. Donc, merci d'avoir pris quelques temps pour nous parler. Merci. Ça m'a fait plaisir. Ma tournée continue sur simondelille.ca. J'ai encore un an de tournée. Vous pouvez me voir partout au Québec. Vous voir ça, on a bien du fun. Et allez le voir, c'est vraiment très bon. Merci beaucoup, Simon. Merci. Voilà, ça complète cette tribune pour cette semaine. Merci pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. À la prochaine. Au revoir.